Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous connecter pour ce Facebook Live. Ce n'est pas le premier de l'année, mais c'est important de se retrouver après cette période de rentrée, notamment scolaire, mais de reprise aussi de beaucoup d'activités après l'été. L'idée aujourd'hui, c'est, comme à chaque fois, de partager un certain nombre d'informations, de répondre à vos questions. Je prends la tablette pour les voir apparaître. Et puis, bien voilà, de faire ensemble avancer Grand Quevilly parce que nous aimons notre ville et l'idée, c'est que c'est ensemble qu'on va la rendre évidemment plus agréable. On est ici dans le centre technique municipal, quelques jours après les Journées du patrimoine. C'est l'endroit finalement d'où part tout l'entretien de notre patrimoine municipal. C'est un endroit dans lequel on va trouver énormément de métiers. Il y a 24 agents qui travaillent ici, qui à partir d'ici se déplacent sur les différents sites communaux. Et vous avez des métiers très différents comme plombier, électricien, menuisier. On a même ici à Grand-Quevilly un métallier. On a plein de métiers qui concourent à, comme je le disais, l'entretien, la rénovation, l'amélioration de nos bâtiments, de nos espaces publics, avec des réalisations que je veux citer, puisque certaines sont tout à fait récentes. Les vestiaires du tennis club de Grand-Quevilly, rénovés par nos équipes, le travail qui est mené tout au long de l'été pour rénover les salles de classe dans les écoles, l'installation notamment d'écrans numériques interactifs. Récemment, la réfection des clôtures du square Montessori dans le quartier du Bourg où nous sommes, puisque le centre technique municipal est installé dans ce quartier historique de Grand-Quevilly. Et plein d'autres exemples quotidiens qui mobilisent ces équipes. C'est une façon de leur rendre hommage, de les remercier, à travers elles l'ensemble des équipes de la ville, et puis voilà, de faire ce lien, je le disais, avec les journées du patrimoine, qui à Grand-Quevilly sont aussi les journées du matrimoine. On met à l'honneur les femmes, les hommes qui font notre histoire locale et plus largement. On va bien sûr répondre à des questions que certains d'entre vous ont déjà posées, d'autres commencent à le faire dans la connexion. Et l'idée, c'est aussi de vous partager des éléments d'actualité. Je le disais, on a fait la rentrée scolaire, la reprise des activités de Grand-Quevilly, des bonnes nouvelles principalement sur la rentrée scolaire avec l'ouverture d'une classe Ulysse pour les enfants en situation de handicap sur l'école Jean Jaurès, l'ouverture d'une classe supplémentaire dans l'école Le Villain élémentaire et aussi dans l'école Jean Zay maternelle. Malheureusement, une fermeture à l'école Bastier qui était annoncée avant l'été. Nous nous sommes mobilisés, mais la décision a été confirmée au moment de la rentrée. Et puis cette année sera aussi la première année complète de la classe inclusive qui existe désormais à l'école Cavaillès élémentaire, classe inclusive pour des enfants en situation de polyhandicap et qui sont accueillis au quotidien par l'association APAGE dans un établissement spécialisé situé à Grand-Quevilly, mais tous les matins maintenant, plusieurs d'entre eux viennent à l'école Cavaillès et c'est un projet magnifique qui est une première dans la région Normandie qui associe d'abord bien sûr les enseignants, les élèves de l'école Cavaillès, mais la ville aussi pour accompagner au quotidien cet engagement. Donc voilà quelques indications sur cette rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est aussi celle des loisirs. On a renouvelé cette année le dispositif Quevilly Loisirs. La ville apporte une aide de 10 euros pour chaque inscription dans une association quevillaise, et je dis bien chaque inscription, il n'y a pas de distinction entre les âges, les revenus et les activités, et chaque inscription, s'il y en a plusieurs, peut ouvrir droit à cette aide. Ça nous permet d'avoir dans nos associations beaucoup de participants, beaucoup de bénévoles aussi, beaucoup de vitalité, et je profite de l'occasion pour les saluer parce que la richesse de la vie à Grand-Quevilly, c'est beaucoup aussi cet engagement des bénévoles associatifs. On a dans l'actualité immédiate deux informations que je voulais partager aussi plus spécialement, quelque chose qui est important pour chacun au quotidien, la propreté de la ville. On a renforcé nos équipes, on a renforcé nos méthodes, on a renforcé nos outils. Et après plusieurs années de ces efforts nouveaux, je veux vous dire qu'avec l'Association des villes pour la propreté urbaine, la ville de Grand-Quevilly est passée d'une note qui était la note de D à l'époque, à la note aujourd'hui maximale de A+. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là. Il faut quotidiennement faire attention, et d'abord que les habitants eux-mêmes soient respectueux de notre environnement, mais ça veut dire que ces méthodes, ces équipes, ces outils que nous mobilisons pour la propreté sont reconnus au plus haut niveau, et c'est évidemment très encourageant. Donc merci là encore aux efforts que nos équipes fournissent et que les habitants eux-mêmes fournissent pour valoriser notre quotidien.
Deuxième information qui valorise l'engagement des uns et des autres, c'est le documentaire qui est en cours de tournage avec le Conseil des ados citoyens. C'est une institution maintenant qui a 10 ans, qui rassemble des adolescents volontaires pour accompagner la vie citoyenne à Grand-Quevilly. C'est un modèle à l'échelle nationale, car il y en a très peu en France, et en tout cas, il ne marche pas aussi bien que le nôtre. Et donc, une équipe s'est intéressée et tourne en ce moment même un documentaire. Cette équipe, c'est Laurent Mathieu, Thomas Rollin. Je veux leur rendre hommage également parce qu'ils vont mettre en valeur le travail de nos jeunes adolescents et sur plusieurs générations, si je puis dire, en tout cas sur les 10 années qui se sont écoulées. Et là encore, je profite vraiment de l'occasion pour souligner que la jeunesse à Grand-Quevilly est aussi une partie de notre présent, c'est notre avenir, mais c'est une partie de notre quotidien quand elle amène des solutions avec le Conseil des jeunes, avec le Conseil des ados. On a renouvelé d'ailleurs cette semaine une partie du Conseil des jeunes à travers les écoles et on va continuer bien sûr d'accompagner ces engagements-là. Enfin, je termine avec quelques informations liminaires sur le calendrier de Grand-Quevilly. Ce week-end, par exemple, samedi 4 octobre, le matin en mairie, il y aura le dispositif Prenons de la hauteur pour rencontrer les acteurs de la sécurité industrielle. Il y a un vrai sujet, on le sait, dans une ville comme la nôtre, avec des industries qui sont classées Céveso. Eh bien, désormais, nous faisons en sorte d'accueillir chaque année les industriels, les pompiers, les acteurs de la sécurité civile, les membres aussi de la réserve communale de sécurité civile et vous êtes attendu sur inscription samedi matin en mairie pour partager les informations, les inquiétudes, les questionnements qui peuvent venir à ce sujet. L'après-midi, on change de registre, c'est la fête de quartier du quartier Bastier de la Lande et là, près du gymnase Bastier, on vous retrouve pour les petits et les grands, un certain nombre d'animations festives et qui illustrent la vitalité, la convivialité de Grand-Quevilly. Et puis la semaine suivante, le 11 octobre, je termine par là ces informations, c'est la journée nationale du commerce de proximité, quelque chose qui valorise nos commerçants et je veux dire à quel point ils sont engagés pour la vitalité de ce tissu commercial. Nous avons en 5 années recueilli 5 sourires sur 5 en l'occurrence, proposée par les chambres de commerce. C'est-à-dire que cette action qui est menée par nos commerçants d'abord, avec leur association Grand-Quevilly Développement et avec le soutien à l'engagement des équipes de la ville, eh bien, tout cela participe de cette relation de proximité et sera mis en valeur le 11 octobre. Je vous invite à participer. Les commerçants et les associations vont s'unir pour mettre en valeur toute cette réalité. On a reçu un certain nombre de questions, je le disais, je vais les prendre une par une, et puis j'en vois qui s'affichent. Je vous salue aussi les uns et les autres qui, en vous connectant, nous indiquaient bien le bonjour, et je vous le retourne en effet très agréablement. La première question, elle porte sur l'entretien des espaces verts du côté de l'avenue Bois-Cany, du côté de la rue Paul-Vaillant-Couturier notamment, où on a le drive de Super U, etc. On a noté cette interpellation. Alors, dans un Facebook Live, on ne peut pas traiter évidemment chaque situation individuelle, mais à chaque fois que vous nous adressez comme ça des observations, on en fait un point de vigilance pour les services. Je profite aussi de l'occasion pour relever, comme vous l'avez fait certainement, les changements importants et intéressants qui sont intervenus cet été autour de ces commerces de la zone du Bois-Cany. Le parking Hyper U et la galerie en particulier, vous avez vu la revitalisation qui s'opère en ce moment. C'est une initiative privée, bien évidemment, mais que la ville accompagne à travers les permis de construire, à travers le soutien aux projets qui sont en train d'émerger, à travers aussi la présence du bus désormais sur le parking même d'Hyper U. Ça, c'est un atout considérable pour les clients et bien évidemment pour les commerces qui sont là. Et puis le travail qui est mené avec la métropole pour la rénovation des voiries. On a aménagé ce rond-point sur la rue Lavoisier, et puis les voies cyclables qui assurent aujourd'hui une desserte bien meilleure sur Bois-Cany. Ce n'est pas terminé, il faudra continuer ces aménagements, notamment de voies cyclables. Il faudra aussi les poursuivre sur le boulevard Roosevelt, le boulevard Brossolette, qui longe, qui fait la jonction avec le quartier du Bourg. Mais on est en bonne voie et cet été a marqué effectivement une étape de ce point de vue-là. S'agissant d'une autre question que vous avez posée par avance sur la présence parfois de cafards ou de punaises dans certaines cages d'escalier, dans certains immeubles, évidemment nous renvoyons cela sur le bailleur, puisque c'est la responsabilité du bailleur qui est propriétaire des immeubles d'engager
à la demande des locataires, et il le fait bien évidemment, les équipes de Quevilly Habitat en particulier sont très mobilisées quand elles sont sollicitées, d'engager les démarches qu'on appelle de désinsectisation. Il y a des techniques différentes selon qu'il s'agit de cafards ou de punaises. Il y a un rôle évidemment très important aussi pour le locataire lui-même, qui d'abord doit être dans la prévention. Il faut toujours être très vigilant, on le sait, hein, quand notamment on voyage avec des bagages que l'on ramène ou même des achats que l'on ramène à la maison. Et puis, il faut être très impliqué dans les techniques de traitement de ces difficultés, parce que le bailleur a besoin parfois effectivement que le locataire organise, accompagne le travail des équipes pour la désinsectisation. Donc je vous invite vraiment, si vous avez une difficulté là-dessus, à contacter les équipes de Quevilly Habitat, à vous mettre aussi à leur disposition pour l'organisation de tout cela. Il faut être très vigilant, et bien sûr, elles le sont, et nous sommes, nous, attentifs à ce qu'elles le soient. Il y a une question qui était posée sur les automobilistes qui grillent le feu rouge. Alors c'est une question qui revient souvent parce que malheureusement, on a beau faire tous les meilleurs aménagements possibles, et le feu rouge est quand même un signal très fort, il y a des automobilistes qui ne respectent pas, c'est vrai, le code de la route et les règles de vie en société. Sachez qu'à Grand Quevilly, nous pratiquons la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire qu'il y a sur un certain nombre de carrefours des caméras qui permettent d'intercepter les images de ces infractions. Et nous avons 2 agents en mairie qui tous les jours sont au contrôle des écrans et qui peuvent procéder à la verbalisation à distance. Quand l'automobiliste en question reçoit cette verbalisation, il est souvent surpris. J'espère qu'elle a un petit côté dissuasif pour ne pas recommencer. Mais en tout cas, c'est un exercice, là encore, auquel chacun doit s'astreindre et auquel nous sommes engagés par la vidéoverbalisation, parfois aussi, bien sûr, la présence des policiers municipaux sur place avec ce qu'on appelle des statiques pour surveiller tel ou tel carrefour, avec aussi des lunettes de contrôle de la vitesse quand on est sur malheureusement des difficultés de cet ordre-là. Je veux prendre une autre question qui a été posée sur la mise en relation des différents acteurs, notamment associatifs, pour la réduction des déchets, pour l'alimentation bio, pour les biodéchets. L'idée, c'est qu'on a aujourd'hui dans Grand Quevilly de plus en plus d'intervenants qui s'intéressent aux jardins partagés, aux potagers de quartier. En effet, le défi zéro déchet que nous avons lancé notamment avec l'équipe de la médiathèque, la Grénothèque aussi, qui est portée par des bénévoles et par nos agents de la médiathèque. Tout cela suppose une mise en relation que nous opérons progressivement. Vous connaissez sans doute l'opération Tous au Jardin, qui a lieu d'habitude au mois de juin. Elle n'a pas pu avoir lieu cette année parce qu'il y avait malheureusement cette grosse tempête dont nous nous souvenons exactement le jour où le rassemblement devait avoir lieu. Mais nous sommes engagés dans cette mise en relation de tous les gens qui s'intéressent à ces enjeux, jardinage, zéro déchet. On va continuer d'améliorer ce travail. On le fait aussi avec la métropole Rouen-Normandie, qui elle-même a créé des réseaux et des outils pour les échanges entre jardiniers, entre volontaires de ces démarches. Et moi, je remercie la personne qui a posé la question, parce que ça veut dire qu'elle fait partie de ces gens qui s'engagent dans ce sens-là. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Je regarde les questions qui m'ont été posées. S'agissant de l'ouverture d'un commerce dans la ville de Grand Quevilly, on me demande s'il y a des locaux disponibles ou des aides et subventions. Alors, il y a tout ça, mais chacun fait ce qu'il a à faire. Les locaux sont généralement des locaux privés. Soit ils appartiennent à des propriétaires privés, c'est le cas par exemple des petites cases commerciales sur l'avenue Bois-Cany dont je parlais tout à l'heure, et il y a régulièrement des expériences qui sont menées avec des nouveaux commerçants dans ces petites cases. Et puis c'est le cas aussi de Quevilly Habitat qui possède quelques cases commerciales. N'hésitez pas à vous adresser bien sûr directement aux bailleurs, mais si nous sommes saisis, nous mettons en relation avec les uns et les autres. La question des aides financières pour le commerce, comme pour d'ailleurs toute activité économique, ne relève pas de la mairie. Ça, c'est la loi qui a décidé que les aides financières ne peuvent être apportées que par la métropole Rouen-Normandie ou la région Normandie. Et donc là aussi, nous assurons la mise en relation. Il y a un service de la vie économique en mairie de Grand Quevilly. Vous pouvez vous adresser à eux et en l'occurrence, le lien sera fait avec les propriétaires de cases commerciales, par exemple, ou les institutions qui accompagnent financièrement les porteurs de projets. Mais nous sommes très engagés. J'ai un adjoint aussi qui est chargé de ces sujets. Et la ville de Grand Quevilly, c'est une ville dans laquelle il y a effectivement beaucoup d'activités économiques, commerciales bien sûr, mais également industrielles, logistiques, artisanales, et on accompagne l'ensemble des acteurs du territoire.
Il y a une question qui est posée sur l'association Lire et faire lire, parce qu'on avait été sollicité pour un projet sur l'école maternelle Charles Perrault. Cette association est très intéressante, elle mobilise des bénévoles, des volontaires pour lire aux enfants et leur donner le goût de la lecture. Alors la personne qui a posé la question fait partie manifestement de cette association, qu'elle soit rassurée sur le fait que nous avons signé à la fois une convention et un avenant de manière à organiser les choses. C'est vrai qu'on s'adresse traditionnellement aux représentants de l'association, présidente notamment. Tout cela est en place, tout cela va se faire et c'est par définition une bonne chose qui complète le travail mené par nos équipes de la médiathèque. On est très attentif dans cette époque où les écrans prennent beaucoup de place dans la vie des enfants. On est très attentif à maintenir l'intérêt pour la lecture. Il y a notamment à Grand-Quevilly, avec les écoles élémentaires, un défi qu'on appelle le prix 7 à lire. Et les enfants des écoles doivent lire 7 ouvrages chaque année pour déterminer le gagnant de ce concours littéraire des enfants. Et ça donne lieu vraiment à une implication très forte et très intéressante de leur part. Donc soyez rassurés, Lire et faire lire a toute sa place et prendra de plus en plus, je l'espère, la place dans les écoles. Enfin, une dernière question m'a été posée par anticipation concernant les heures de nuisance sonore. Alors, c'est toujours, là encore, une question de savoir-vivre et de vivre en collectivité. Il y a des règles, je les rappelle. On a le droit de faire du bruit, on est en ville, à condition bien sûr que le bruit soit raisonnable, sur des créneaux horaires très précis, 8h30, midi, 14h, 20h, pour les jours ouvrables. Et puis le samedi, c'est 9h, midi, 14h30, 19h. Les dimanches et jours fériés, 10h, midi. C'est un arrêté préfectoral qui a déterminé ces plages horaires. En dehors de ces plages horaires, le bruit n'est pas autorisé. Et donc, s'il y a une difficulté, il ne faut pas hésiter à appeler la police municipale, le cas échéant. Mais il y a aussi des démarches à entreprendre entre voisins. Il faut se parler. Et si c'est difficile, sachez qu'il y a un conciliateur de justice à la mairie de Grand-Quevilly qui est rattaché directement au tribunal de Rouen, mais qui a pour mission de rapprocher les points de vue. On se demande toujours si ça fonctionne, et moi je peux vous dire qu'il y a des résultats et que ça vaut la peine parfois, quand on a une difficulté avec un voisin, eh bien, de tenter cette démarche de conciliation parce que c'est un talent particulier mais qui fonctionne. Et donc, respect des règles, conciliation, sinon sanction bien évidemment. La police municipale peut sanctionner, en vertu des textes qui régissent le bruit en ville, peut sanctionner les abus bien évidemment. Voilà quelques questions qui m'avaient été posées avant notre échange. Je vais essayer maintenant de dérouler les questions que vous posez. La fibre, c'est possible à Grand-Quevilly. Alors, soyons très clairs, la fibre est déjà très largement déployée à Grand-Quevilly. Ça ne relève pas de la ville, il faut le savoir. Ce n'est pas la mairie qui pilote le déploiement de la fibre. C'est un contrat qui unit directement les opérateurs et l'État. Et nous, en mairie, nous passons notre temps à être effectivement vigilants sur ce sujet. Parce que la vérité, c'est que la situation n'est pas parfaite. D'une part, il y a des endroits où, en effet, le raccordement n'est pas encore possible. Quand le raccordement est possible, il faut bien sûr que vous le demandiez vous-même à votre opérateur, mais on sait aussi que quand le raccordement est fait, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Il y a parfois des problèmes avec les armoires de fibres électriques qui sont dans la ville. Tout ça peut nous mobiliser, et donc signalez-nous précisément les difficultés, on fera le relais, on le fait régulièrement avec les opérateurs, avec l'État également, pour améliorer encore une couverture qui est déjà, heureusement, dans notre commune, très, très significative. Alors, j'ai un message qui dit on n'entend pas beaucoup, j'espère que le son s'est amélioré. Malheureusement, parfois, la difficulté du son dans cet exercice, elle vient de chez vous et pas forcément de chez nous. On me dit qu'a priori, le problème a été résolu. Je vois une remarque sur les polices municipales la nuit. Alors, sachez qu'aujourd'hui, on a une police municipale qui est déjà très importante, puisqu'on a 14 agents de police municipale. C'est, après la ville de Rouen, et de loin, la deuxième équipe de police municipale sur notre agglomération. Ça nous permet précisément d'avoir au moins 2 soirs par semaine une police municipale qui va rester jusqu'aux alentours de minuit à tourner sur la ville. Et puis, ça nous permet ponctuellement, c'est vrai qu'on ne le fait pas toutes les nuits aujourd'hui, mais ça nous permet ponctuellement d'avoir une présence nocturne de la police municipale également. Il faut savoir qu'à Grand-Quevilly, on a plus de 60% de logement social et le bailleur Quevilly Habitat a lui-même des équipes de tranquillité qui sont présentes dans les parties communes des immeubles, qui peuvent intervenir aussi au domicile des locataires et qui exercent également une vigilance la nuit jusqu'à 4 heures du matin.
Enfin, je termine en vous disant que la police nationale a un rôle également de ce point de vue-là, qu'elle est présente sur Grand-Quevilly, que nous sommes en partenariat étroit tous ensemble, municipal, bailleurs, police nationale, et que nous essayons d'assurer de ce point de vue-là une couverture importante du territoire, y compris la nuit. Je vous informe par ailleurs que nos caméras de vidéoprotection sont connectées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au commissariat central de Brizou à Rouen. Ça veut dire que la police nationale, elle a en permanence accès à nos images, y compris la nuit. C'est la raison pour laquelle j'avais rallumé l'éclairage nocturne, offrir des images de qualité pour l'intervention de la police si c'est nécessaire. Et sachez que ces images, elles sont dans le centre du 17, c'est-à-dire que si vous appelez la police nationale, que ce soit en journée ou la nuit, au moment où l'opérateur décroche, il peut se connecter aux images de Grand-Quevilly. Tout ça est quelque chose d'extrêmement précieux et c'est exceptionnel dans notre agglomération parce que nous avons mené ce gros travail d'investir et de partenariat avec la police nationale. C'est loin d'être parfait, bien évidemment, et je ne connais pas une situation qui le soit nulle part, mais je veux dire que la couverture à la fois technique et humaine est extrêmement consistante d'ores et déjà. Je vois une question sur la politique concernant la circulation des poids lourds et le stationnement des poids lourds à Grand-Quevilly. Alors concrètement, à Grand-Quevilly, on a beaucoup de poids lourds parce qu'on a beaucoup, je le disais, d'entreprises, à la fois de logistique, mais aussi industrielles, artisanales, et tout simplement des exercices de livraison, de commercialisation qui font déplacer les poids lourds. Les poids lourds sont interdits dans les zones résidentielles, il y a toute une réglementation, elle n'est pas toujours respectée, c'est très clair, et là ici nous sommes dans le quartier du Bourg où se trouvent la plupart des industries, la plupart des entreprises de logistique. On est en permanence en vigilance sur les poids lourds qui entrent dans le quartier alors qu'ils n'ont pas à y entrer. On a obtenu des améliorations, on a installé aussi une signalétique très visible, elle est même jaune fluo avec la métropole. Régulièrement, la police municipale fait des statiques pour essayer d'intercepter les poids lourds, mais c'est un combat permanent. Là encore, n'hésitez pas à téléphoner. Le numéro de la police municipale, c'est le 06 89 81 80 68, il est disponible partout et il faut les appeler si vous voyez des situations anormales. Sachez aussi qu'on a un centre routier à Grand-Quevilly pour que justement les poids lourds puissent se stationner sans aller s'installer ou circuler dans la ville. Ce centre routier n'est pas en bon état aujourd'hui, pour autant les poids lourds continuent de venir. La métropole doit engager dans les semaines qui viennent une rénovation du stationnement des véhicules et l'idée c'est d'aller progressivement vers une amélioration en effet de cet accueil, notamment la sécurisation du site. Mais voilà comment nous essayons de gérer les choses avec des endroits dédiés comme le centre routier, avec une réglementation sur la circulation et des interdictions dans les zones résidentielles. Là encore, c'est pas parfait, mais on a besoin de tout le monde pour être très vigilant sur la façon dont les choses se déroulent. Le nouveau lotissement Bois-Joli en demande d'installation de la fibre, oui, c'est la même personne qui a posé la question tout à l'heure. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a signalé spécialement, puisque ce sont des maisons qui, pour la plupart, sont encore en construction, mais celles qui sont déjà habitées n'ont peut-être pas effectivement le raccordement. S'agissant d'un lotissement tout neuf, si je puis dire, l'opérateur a été sensibilisé et, bien sûr, a tout intérêt et va faire en sorte d'équiper ce territoire. On me dit que c'est mieux pour le son et je vous en remercie. On me dit bonsoir, bonjour et je vous salue à nouveau. Peut-être certains nous rejoignent en cours de route. La mairie prête-t-elle des locaux pour la mise en place d'un dispositif de réinsertion sociale par la psychologie et des ateliers bien-être? Peut-on prendre rendez-vous avec vous pour exposer le projet? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on a déjà beaucoup d'actions qui sont menées sur ces questions effectivement de réinsertion sociale par la psychologie et des ateliers bien-être. Il y a un hôpital de jour à Grand-Quevilly. Alors là, c'est particulier puisque l'hôpital de jour, c'est une annexe du centre hospitalier du Rouvray, donc du centre psychiatrique, et l'hôpital de jour, comme son nom l'indique, accueille des gens qui ont des difficultés psychiques ou psychiatriques, mais qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, simplement de venir en journée se soigner. Et dans ce cadre-là, il y a un travail en partenariat qui est mené avec le CCAS de Grand-Quevilly notamment pour travailler sur la réinsertion sociale. Le CCAS lui-même, dans le cadre de l'action sociale qu'il mène, porte des ateliers, en effet, où la question du bien-être est travaillée. Je pense à la question, bien sûr, de la confiance en soi, de l'apparence sociale, de tout ce qui peut permettre de s'engager dans des démarches de retour à l'emploi ou dans des démarches de partage, de vivre ensemble. L'idée, c'est qu'on essaye d'aller un peu plus loin encore sur ce terrain-là. Si vous avez effectivement des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier pour vous manifester, donner vos coordonnées, exposer votre projet. Je ne sais pas si on pourra donner suite exactement comme vous l'entendez, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on en parle parce que
on a besoin de rassembler toutes les bonnes volontés dans ce genre d'exercice. Et je note là qu'il y a quelqu'un qui propose manifestement quelque chose. Donc, envoyez-nous un courrier en mairie ou un message tout simplement, bien sûr, numérique, mais on regardera ça attentivement. On me demande si je vais bien. Bah, écoutez, c'est une question agréable. Peut-être certains d'entre vous savent que je me suis cassé le bras au mois de mai. Ça m'a quand même bien occupé tout l'été. C'est beaucoup mieux aujourd'hui. C'est pas fini, mais il y a bien pire dans la vie. Donc, je souhaite surtout à toutes celles et ceux qui nous regardent d'aller bien et de faire en sorte de veiller sur leurs proches. Merci pour la réception du concours photo. Oui, parce qu'on avait ce soir le concours Paysage Quevilly. Vous savez, les photographes amateurs qui prennent des photos de la ville et puis qui viennent comme ça montrer finalement la diversité des paysages quevillais. Il y a des immeubles qui sont pris en photo, il y a des espaces verts, il y a l'éco-pâturage avec nos chèvres municipales, il y a le héron qui vient souvent du côté de la Roseraie ou du Parc des Provinces. Et ça, après, vous retrouvez ces affiches dans la ville. Vous les retrouvez aussi sur le calendrier solidaire que l'on vend à chaque fin d'année. Et ce que vous donnez pour ce calendrier solidaire, qui est très joli avec ces photos, eh bien, va permettre de financer des actions caritatives. Et là, ce soir, justement, nous mettions à l'honneur les photographes qui, cette année encore, nous ont proposé des photos de Grand Quevilly. On me parle de plusieurs semaines de courses de voitures rodéo dans la ville. Oui, malheureusement, tous les ans, et pas seulement à Grand Quevilly, quand il y a la période estivale, on a des phénomènes qu'on appelle de rodéo. C'est beaucoup en moto, c'est beaucoup avec des quads. Il y a eu encore, je crois que c'était dimanche ou lundi soir, voilà, une descente en centre-ville. Alors sachez une chose, c'est que nous avons un réseau de vidéoprotection, je l'ai dit, qui est très performant. Et systématiquement, avec les images que nous pouvons intercepter, tout ça est transmis à la police nationale, les enquêtes sont mises en place et il y a des confiscations de véhicules et des poursuites qui sont engagées quand on arrive à identifier les véhicules et les auteurs, ce qui est très souvent le cas puisque malheureusement, en plus, souvent ils opèrent à visage découvert, prenant des risques supplémentaires. Et puis il y a aussi des interceptions qui se font en temps réel et moi je veux remercier le travail de la police municipale à ce sujet. Peut-être vous avez vu sur la page Facebook de la police municipale de Grand Quevilly. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vous connecter sur cette page Facebook. Plusieurs fois cet été, la police municipale a pu arrêter des auteurs de rodéo. Ça ne veut pas dire que d'autres, malheureusement, ne viennent pas également, mais ça veut dire qu'on n'est pas un terrain de jeu pour ça. Et tous ceux qui se livrent à ça, on ne peut pas savoir à quel moment ils vont le faire, on ne peut pas les intercepter à chaque fois, mais doivent savoir que par nos caméras et par nos équipes, il n'y a pas d'impunité, effectivement, à ce sujet. Je précise aussi, s'agissant des mariages, parce que parfois on voit des comportements incroyables sur des cortèges de mariage, que désormais les mariés doivent signer une charte d'engagement à la mairie dans laquelle on identifie des interlocuteurs pour l'organisation des cérémonies, dans laquelle on rappelle aussi les responsabilités de chacun. Et là encore, systématiquement, quand il y a de mauvais comportements des cortèges routiers des mariages, on a toujours les images, on a toujours les visages, on a toujours les plaques d'immatriculation et on a toujours des verbalisations à la clé qui viennent évidemment sanctionner quand on ne peut pas intercepter en temps réel, parce que ça n'est pas toujours en effet envisageable. Mais cette histoire de rodéo est un engagement de tous les étés pour la police municipale, en partenariat aussi avec la police nationale. J'étais encore cet après-midi avec les commissaires qui supervisent le territoire de l'agglomération de Rouen et notamment de Grand Quevilly pour faire justement le bilan de ces actions. Et il y a eu pas mal cet été d'interceptions. Une question qui est posée, donc commerçant de la ville, monsieur le maire, pourquoi cabine auditif, chaussures très mal placées du reste, laboratoire, est-ce que c'est ça pour vous des commerces? Alors soyons très clairs, je l'ai dit tout à l'heure, la question du commerce est d'abord une question privée, c'est-à-dire que tous les locaux commerciaux que l'on a aussi bien en centre-ville que dans le reste de la commune n'appartiennent pas à la ville, ils appartiennent à des propriétaires privés. Et donc il y a des investisseurs, des commerçants qui font la démarche de venir louer ou acheter ces locaux commerciaux. Ce n'est pas la ville qui décide de qui va venir là ou de qui ne va pas venir. C'est une étude de marché, c'est une réalité qui fait se décider les projets. Concrètement, il y a eu effectivement sur l'avenue des Provinces la fermeture de 2 enseignes historiques qui étaient une enseigne de chaussures indépendante et une enseigne de vêtements indépendante également.
Les deux n'ont pas trouvé de repreneurs dans leur domaine. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Chacun sait bien la difficulté aujourd'hui de vendre des vêtements en indépendant. Regardez les polémiques du jour avec la fast fashion, Shein et toutes ces enseignes et toutes ces ventes par Internet qui compliquent sérieusement la vente de vêtements en boutique. Eh bien, comme ils n'ont pas trouvé effectivement de repreneurs dans leur activité, ils ont décidé, et c'est leur choix puisque c'était eux qui étaient propriétaires de ces commerces, ils ont décidé de vendre à des laboratoires qui, eux, en revanche, ont fait le raisonnement d'une activité possible à Grand-Quevilly. La vérité, c'est que ça crée un service supplémentaire pour des habitants qui en ont besoin, et ce besoin est parfaitement légitime. Ça crée aussi une présence, une fréquentation sur l'avenue des Provinces. C'est-à-dire qu'en fait, le commerce, ça fonctionne comme ça. Tout ce qui amène du monde sur les espaces commerciaux amène potentiellement des clients. Un peu plus tard, il se trouve que nous avons une vendeuse de chaussures qui est venue s'installer elle aussi à Grand-Quevilly. Elle n'est pas sur l'avenue des Provinces exactement, mais elle est un peu plus bas à proximité du parc des Provinces. Excusez-moi, je lui tire mon chapeau. Et moi, je ne regrette pas d'avoir une vendeuse de chaussures à Grand-Quevilly. Et elle a fait, elle aussi, le choix de venir là. Elle a choisi l'emplacement dans lequel elle est installée parce que c'est une professionnelle qui sait qu'elle a des possibilités dans une ville comme Grand-Quevilly. Je vous invite à aller la découvrir, lui acheter des chaussures, parce que je veux dire aussi que le commerce, c'est pas simplement de l'animation dans la ville. Le commerce, c'est un service, une prestation dont les clients ont besoin, mais le commerçant lui-même a besoin de clients. Donc la vérité, c'est que là aussi, c'est pas la mairie qui décide tout ou la mairie qui ne fait rien, c'est la mairie qui accompagne des acteurs privés, des entrepreneurs, des investisseurs, et puis ce sont les habitants qui sont effectivement des clients et qui les font vivre et qui garantissent ce tissu commercial. Regardez bien les communes autour de nous et mesurons ensemble la chance que nous avons d'avoir cette vitalité commerciale. Je le répète, c'est pas par hasard si en 5 ans nous avons atteint le 5 sur 5 dans les évaluations de la Chambre de commerce. Alors, on me pose une question sur, je regarde, c'est normal que tous les vendredis au bourg, il y a des voitures qui se garent n'importe où, notamment dans la rue des Martyrs, juste devant ma barrière, pour aller à la prière, que pouvons-nous faire? Alors ça, c'est effectivement un sujet qui renvoie là encore au comportement des uns et des autres. Il se trouve qu'on a une salle de prière, en effet, dans le quartier du bourg, qui est très bien tenue par l'association Fraternité, mais évidemment, la gestion de l'espace public, c'est compliqué. La police municipale est présente, vigilante, les messages sont passés régulièrement. Ces rassemblements ne durent pas très longtemps, ils sont le plus souvent bien gérés. Maintenant, il faut en effet continuer d'exercer cette vigilance, ce dialogue. J'ai donné tout à l'heure le numéro de portable, vous pouvez téléphoner. Et c'est pareil pour ces rassemblements-là que pour les rassemblements sportifs qui parfois génèrent du stationnement dans certains quartiers. C'est pareil que malheureusement d'autres opérations ponctuelles qui ne se déroulent pas toujours à perfection, mais je pense qu'on a aujourd'hui dans l'ensemble un modus vivendi. La vérité, c'est aussi que, voilà, à un moment donné, on fait avec les locaux disponibles, on fait avec les espaces disponibles, et si un jour il y a d'autres opportunités qui se présentent, il faudra peut-être en effet les envisager pour que tout le monde puisse avoir ses activités et sa tranquillité. Alors, on me pose une autre question, voilà, sur le problème du parc de la Roseraie et l'eau. Alors, il n'y a pas de problème du parc de la Roseraie et l'eau. Il y avait un problème fondamentalement qui était dans la conception du système hydraulique de la Roseraie, des imperfections que pendant longtemps nous n'avons pas pu résoudre. Et donc, on a employé les grands remèdes en reconfigurant totalement ce système hydraulique, c'est-à-dire qu'on a supprimé un bassin, on a rénové un autre bassin, et on a installé des citernes de recueil de l'eau de pluie pour pouvoir alimenter le système hydraulique de la Roseraie avec de l'eau de pluie. C'est quand même un peu plus écolo de récupérer l'eau de pluie que d'utiliser l'eau du robinet. Simplement, parallèlement, puisqu'on a remis en circulation la rivière dans laquelle circulait auparavant l'eau de la Roseraie, eh bien, il est apparu cet été avec les chaleurs que l'on a en période estivale, ce qu'on appelle des cyanobactéries. C'est un phénomène très classique qui, cet été en particulier,
a été présent dans plein de plans d'eau, dans plein de rivières à travers la France, mais qu'il faut traiter, bien évidemment, parce que ça peut être dangereux. Cette eau-là n'est pas, de manière générale, une eau potable. Elle n'est pas faite pour être bue, ni par les humains, ni par les animaux. Mais bien sûr, les cyanobactéries ajoutent un danger supplémentaire. Donc ce danger a été traité. Et puis là, on est dans la période qui va prendre quelques jours où on réactive effectivement ce filet d'eau dans la rivière de la Roseraie, et où l'on va enfin, après plusieurs mois de travaux, eh bien récupérer une roseraie en eau, mais de l'eau issue de la pluie, et je pense que c'est pas plus mal. Donc il y avait un problème, il n'y a plus de problème, il y a eu des solutions, elles sont en cours d'achèvement, et dans quelques jours, on aura retrouvé la plénitude de notre roseraie. Pardon. Merci à vous. Bonsoir, qu'en est-il du problème de stationnement dans la rue Abbé-Lemire près du collège Branly? La tension monte entre les voisins. Écoutez, ça on va le noter comme une doléance particulière. On avait eu l'occasion de regarder ce sujet-là avec les représentants de la métropole. La difficulté de cette rue, comme pour quelques autres rues de Grand-Quevilly, c'est qu'en fait, elle est partagée entre Grand-Quevilly et Petit-Quevilly. Et donc, ce qui est assez compliqué, c'est qu'effectivement, on a des habitants de Petit-Quevilly qui peuvent être amenés parfois à se stationner sur Grand-Quevilly, dans le même temps où il peut y avoir des parents d'élèves ou des usagers associatifs. Donc, je ne rentre pas dans les détails sur ce cas particulier, mais on le connaît, il a déjà été traité. Si ce n'est pas suffisant, je note la sollicitation et on ira voir ça effectivement avec les uns et les autres. J'ai grandi à Grand-Quevilly, je ne reviendrai pas dans cette ville, c'est devenu n'importe quoi. Écoutez, je ne sais pas où vous habitez aujourd'hui, mais vous êtes le bienvenu quand même sur le Facebook Live. La réalité, c'est aussi que la population à Grand-Quevilly ne cesse d'augmenter ces dernières années. Ça veut dire que la ville est attractive. Et je pense encore une fois que si on se compare, on mesure la chance d'être à Grand-Quevilly. Je veux dire aussi que quand on fait des réunions de nouveaux habitants, cette année par exemple, il y avait 160 participants, on a battu le record de participation. On a des gens qui savent parfaitement pourquoi ils ont voulu venir à Grand-Quevilly, qui sont très heureux d'avoir pu y venir. La demande est très importante, je pense que chacun le sait. Et au-delà des nouveaux habitants, moi je croise tous les jours des habitants de Grand-Quevilly qui sont heureux dans cette ville, qui aiment cette ville. Et je parlais tout à l'heure des paysages quevillais. Là encore, si on a de plus en plus de photographes qui veulent mettre à l'honneur à travers leurs photos la ville de Grand-Quevilly, c'est bien qu'elle offre une qualité de vie quand même assez exceptionnelle dans l'agglomération. Et je veux dire que tout cela est un travail de tous les jours. La perfection n'est pas de ce monde. Personne ne prétend à la mairie que les choses sont faites de manière toujours merveilleuse. Mais on a des équipes municipales, je le disais en parlant tout à l'heure du centre technique où je me trouve, mais c'est vrai pour tous les services municipaux qui aiment leur ville, qui habitent le plus souvent dans la ville et qui ont à cœur de donner le meilleur. On a une équipe d'élus qui elle aussi est très impliquée dans ces dossiers. Moi-même, je consacre tout mon temps à Grand-Quevilly, je n'ai pas d'autre activité et j'y suis élu depuis longtemps parce que j'aime absolument cet engagement. Moi je souhaite continuer ça avec vous et je souhaite surtout que les habitants prennent toute leur part, encore une fois. C'est facile de critiquer comme la personne vient de le faire, mais après tout, c'est plus intéressant aussi d'être dans la participation citoyenne. On a développé ce concept de l'engagement des citoyens et je vous invite à y prendre évidemment toute votre part. J'ai à nouveau une sollicitation sur la délinquance grandissante. Là encore, la réalité, c'est qu'il y a des phénomènes de délinquance, oui, pas grandissants dans la mesure où ils ne diminuent pas tous, mais beaucoup sont en recul. Je pense au cambriolage, par exemple. On a beaucoup moins de cambriolage aujourd'hui que par le passé. Ce qui est aujourd'hui très problématique et qui nous mobilise beaucoup, c'est principalement le ciblage des véhicules, le ciblage des voitures. Il y a des choses insupportables qui ont été commises ces derniers mois dans le vol de roues en particulier ou le vol d'accessoires sur des véhicules. Ayez à l'esprit que cette année, il y a eu des arrestations très significatives qui ont contribué à réduire le phénomène, même s'il n'a pas disparu. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec les commissaires qui étaient là, nous faisions le point sur ce sujet pour continuer d'améliorer les choses. Mais je vous garantis, et peut-être certains d'entre vous ont pu le noter, que ces arrestations qui sont intervenues ont conduit les auteurs en prison parce que, pour le coup, ils n'ont pas commis les faits seulement à Grand-Quevilly, ils les ont commis dans beaucoup d'autres villes. Ce ne sont pas spécialement des quevillés, ce sont malheureusement des bandes organisées. Et il faut continuer effectivement d'être très vigilant sur ce point. Mais je le répète, la ville de Grand-Quevilly, c'est une ville où il fait bon vivre.
Il y a parfois, en effet, des phénomènes de délinquance. Il faut ensemble essayer de les contrer. Mais enfin, on est quand même bien heureux, effectivement, ici, comparativement notamment à d'autres communes. À quand la fin des travaux rue Aristide Briand? Alors, soyons clairs, il n'y a pas longtemps, on me posait la question, quand est-ce que les travaux vont commencer? Parce que ces travaux étaient très attendus, et c'est normal. L'avenue Aristide Briand, elle fait la jonction entre le rond-point de la mairie et l'avenue des Canadiens. Donc, c'est une entrée de ville, une sortie de ville très importante. Et les travaux qui sont menés sont très importants aussi, puisqu'en fait, on rénove totalement la voirie et les trottoirs pour faire la place à tout le monde, c'est-à-dire les voitures qui roulent, les voitures qui se garent, les vélos qui circulent, les piétons sur les trottoirs, les personnes à mobilité réduite. C'est un très beau chantier qui est engagé sur l'avenue Aristide Briand. Il va prendre du temps. En principe, il se termine au début de l'été 2026. On est toujours très prudent sur les chantiers parce qu'il peut y avoir des aléas avec les entreprises, il peut y avoir des aléas avec la météo, mais n'empêche que vraiment ce projet, moi je suis content de l'avoir obtenu de la part de la métropole, parce que c'est la métropole qui pilote ce genre de chantier, et je pense qu'à l'arrivée, en effet, on sera très content que ce soit terminé parce que ce sera plus facile au quotidien, mais surtout parce qu'on aura un résultat très, très satisfaisant. Donc la réponse est très claire, fin des travaux à l'été 2026. Et d'ici là, il y aura des périodes de pause aussi, et donc les choses seront rétablies provisoirement, notamment la circulation à double sens sera provisoirement rétablie dans les semaines qui viennent, mais ces travaux sont, je dirais, voilà, le mal nécessaire pour récupérer une avenue magnifique, comme on essaye progressivement d'améliorer nos voiries, nos trottoirs dans la ville. Alors, le bailleur fait beaucoup de tri dans la demande de logement, certains passent en priorité. Alors, c'est rigolo parce que la remarque est faite par la personne qui disait qu'elle ne voulait pas revenir à Grand-Quevilly. Donc, je ne sais pas trop, effectivement, quel est le sujet. Merci, ça a bien servi quand j'ai porté plainte. Voilà, donc on signale effectivement la réactivité de nos équipes et je vous en remercie. À quand la réfection des trottoirs rue Kennedy pour aller à U-Express? Alors, il y a eu une réfection de trottoir, vous l'avez peut-être noté, sur l'avenue des Provinces, dans ce secteur-là, et notamment on a beaucoup travaillé en effet sur les entrées du magasin U-Express, de façon à ce que les personnes à mobilité réduite puissent évoluer dans de bonnes conditions. Et puis, c'est un travail qui n'est jamais terminé. Il y a en effet des sujets à traiter aussi sur l'avenue Kennedy. Tout ça, on le fait avec la métropole, dans une programmation technique, financière. Je parlais des travaux de l'avenue Aristide Briand à l'instant, et il y a d'autres travaux qui sont menés en permanence. J'évoquais ceux qui ont été faits cet été au Bois-Cagny. Viendra le moment venu, en effet, ce sujet que vous avez identifié, mais je n'ai pas de date à ce jour, et il faut être honnête, la métropole ne peut pas tout faire partout en même temps sur non seulement des enjeux financiers, mais aussi des enjeux opérationnels. On n'a pas toujours les entreprises disponibles, on n'a pas toujours les équipes suffisantes. Il faut répartir, bien sûr, les chantiers un peu partout. Alors, il faut attendre 20 ans pour avoir un logement ou pour déménager, c'est abusé sérieux. Bah, écoutez, voilà, c'est exactement le reflet de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'effectivement, à Grand-Quevilly, et en particulier pour le bailleur Quevilly Habitat, il y a énormément de demandes. Le stock de demandes de logement social sur l'agglomération de Rouen, c'est à peu près 20 000. Et potentiellement, ces 20 000-là pourraient, bien sûr, être concernés. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais chaque année, ayez-le en tête, il y a, à peu près 800 logements, dans le meilleur des cas, qui se libèrent au sein du patrimoine du bailleur. Et donc, on voit très bien, en effet, les tensions que cela peut générer, parce que vous avez des gens qui demandent un premier logement, ça peut être notamment le cas de jeunes couples, ça peut être le cas aussi de personnes qui se séparent, et puis vous avez les gens qui, étant installés, demandent un autre logement parce que la famille s'est agrandie, etc. Donc c'est un sujet, en effet, difficile, qui reflète quand même au passage l'attractivité de Grand-Quevilly, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent venir, et puis il y a beaucoup de gens qui veulent rester. Alors, il faut se réjouir de ça. Bien sûr, c'est difficile pour les personnes qui sont en attente. Le bailleur fait de son mieux. On signale, nous, régulièrement un certain nombre de situations. Mais la réalité, bien sûr, elle est aussi physique. Il n'y a que 800 logements qui se libèrent. Et encore, ils ne sont pas tous dans la même catégorie, pas tous la même taille, etc. Donc, il faut en permanence, en effet, être attentif à ce sujet. Alors, on a une interpellation sur Lagrange. En semaine et week-end, il y a souvent des voitures qui roulent très vite sur la route qui descend au lycée Val-de-Seine, parfois même des personnes qui s'amusent à faire des freins à main, qui repartent, etc. Alors là, on a aussi effectivement des caméras qui permettent d'intercepter, de visualiser les images. Il ne faut pas hésiter à nous signaler
ces situations, y compris précisément avec la date, l'heure, etc. On a mis en place, peut-être vous avez vu ça, l'application Voisins vigilants et solidaires. C'est une application qui peut aussi être utile, bien sûr, pour faire le lien avec la police municipale, mais de toute façon, voilà, vous avez le numéro de portable, vous avez la connexion Facebook, vous avez tous les moyens de contacter nos équipes, par exemple, pour dire, voilà, il s'est passé ça à telle heure, tel endroit, etc. Et avec les images, avec les plaques d'immatriculation, on peut fournir un certain nombre d'enquêtes. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a des rondes qui sont menées régulièrement, le soir, la nuit, par la police municipale, par la police nationale. Et donc, il y a des endroits comme ça qu'on peut identifier à travers votre témoignage. Donc, je note évidemment cette observation pour que régulièrement, il y ait des passages aussi qui soient effectués. Encore une fois, ça reflète que la ville est grande, effectivement, qu'elle offre parfois de grands espaces. Il n'est pas acceptable qu'ils soient utilisés de cette façon-là, mais c'est la raison pour laquelle on a mis en place des outils et des équipes. Il faut bien sûr les solliciter. Alors, bonsoir, monsieur le maire. Pourquoi 3 semaines, un mois pour avoir un rendez-vous avec vous? Alors, pour le coup, il y a une difficulté particulière cette année, je l'ai dit, c'est que j'ai été hospitalisé au mois de mai après une fracture de mon bras et j'ai été vraiment très peu disponible dans cette période-là. Donc ça a créé un décalage dans l'organisation de l'agenda et il y a eu effectivement un effet de rattrapage sur un certain nombre de rendez-vous. En l'occurrence, on fait du mieux possible, mais comme je le disais, voilà, moi je suis très impliqué dans mes fonctions. Je reçois le plus possible, même si je ne peux pas recevoir tout le monde. Il y a des adjoints, des élus municipaux qui peuvent aussi, bien sûr, vous recevoir et je les remercie de leur implication. J'ai des collaborateurs également. Simplement, finalement, on essaye en effet de tout faire rentrer dans l'agenda. Je pense qu'on va rattraper un petit peu ce décalage que j'évoquais tout à l'heure, mais en l'occurrence, on peut aussi se croiser dans la ville et parfois on règle ça plus facilement si on se croise dans un événement, si on se croise dans un commerce. En tout cas, c'est aussi à faire de manière un peu spontanée parfois. Donc là-dessus, pas de souci. C'est une question d'organisation d'un agenda très chargé. Je rappelle qu'on a 26 000 habitants à Grand-Quevilly, plus de 600 agents municipaux et voilà, beaucoup d'occupations, dont bien sûr les rendez-vous du maire, mais qui peuvent être parfois un peu décalés. Les places en crèche ou centres de loisirs pour les parents qui travaillent. Alors, soyons clairs, il y a une réglementation, on l'applique, et la réglementation interdit de faire la distinction selon que les parents travaillent ou pas, dans la mesure où c'est la caisse d'allocation familiale qui est le principal financeur de tous ces dispositifs et qui est centré sur l'intérêt de l'enfant. Et donc, très clairement, la réglementation fait que potentiellement tous les enfants sont accueillis dans nos dispositifs. Alors, c'est en fonction des places disponibles, en effet, et notamment avec un principe de premier arrivé, premier servi. On est très attentif à mettre aussi les moyens en face pour accueillir le plus grand nombre. On a considérablement renforcé nos effectifs dans le domaine de la jeunesse et notamment les centres de loisirs. Il y a un effet de liste d'attente en début d'année pour les centres de loisirs du mercredi et malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup d'enfants qui sont inscrits ne viennent pas. À ce moment-là, on libère le plus rapidement possible toutes ces places pour que les enfants qui sont en liste d'attente puissent être accueillis. On arrive en général à absorber vraiment quasi l'intégralité de la demande. Pareil sur les centres de loisirs de vacances où on a augmenté le nombre de nos agents disponibles, mais on fait attention aussi à ce que les animateurs, animatrices soient diplômés, soient disponibles et à offrir quelque chose de qualité. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit que l'idée, c'est ça, c'est d'offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil. Ce faisant, il est évident qu'on rend un service aux parents, notamment quand il y a des enjeux de garde d'enfants. Le plus souvent, on arrive à trouver des solutions et les listes d'attente sont généralement absorbées. Mais il y a une vigilance à opérer, c'est vrai. Si votre enfant est inscrit, il faut venir. S'il ne vient pas, on a mis dans nos règlements qu'il va être désinscrit et on le fait bien évidemment. Et on est très attentif aussi, vous savez, sur voilà, tous les sujets de comportement, de paiement des factures, etc. Il faut que les enfants qui sont accueillis au centre de loisirs, évidemment, aient toute leur place ici et qu'on ne prenne pas, je dirais, la place de quelqu'un d'autre indûment. Mais globalement, ce n'est pas le cas. Et s'il y a effectivement une présence sur liste d'attente, soyez rassurés sur le fait qu'elle est généralement absorbée. Alors, je regarde vos questions qui suivent. Je n'ai pas pu venir à la réunion pour le concours photo. Dois-je récupérer quelque chose? Alors oui, en effet, tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce concours photo
reçoivent un petit cadeau de la ville. Je vous en laisse la surprise, mais vous pouvez vous adresser en mairie dès demain. Et puis, bien sûr, il y a cette petite récompense qui vous attend pour marquer votre participation à ce concours. Pour les crèches et les centres premier arrivé, premier servi, j'en ai fait les frais la première année. Oui, je vous le confirme pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire que à partir du moment où la loi ne permet pas de faire des distinctions entre les enfants, eh bien, on prend les inscriptions au fur et à mesure de leur arrivée. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un dispositif d'inscription en ligne, parce qu'à ce moment-là, il est possible de vous inscrire, même quand vous travaillez à distance en journée ou le soir, et tout cela fonctionne plutôt bien dans la mesure où, comme je disais, on arrive, bon an mal an, à absorber les listes d'attente, et en tout cas, on met le paquet, et là encore, je pense que ça fait partie de la qualité, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de demandes de l'offre éducative à Grand-Quevilly. On propose des choses très qualitatives, comme on va le voir encore sur le centre de loisirs, et j'en profite pour saluer nos équipes de jeunesse. Concernant la réglementation Seveso, trouvez-vous normal que des entreprises comme Basic Fit puissent obtenir un ERP en rasant un bâtiment, alors qu'un bâtiment situé en zone commerciale ne peut pas obtenir ce même statut pour un projet inclusif unique en France? Alors je ne sais pas de quel projet inclusif on parle, mais pour le coup on est à votre disposition, bien sûr, s'il y a un souci particulier. On a un service urbanisme qui connaît bien tout ça. Il faut quand même garder à l'esprit que la ville de Grand-Quevilly est celle qui accueille en effet le plus de sites Seveso seuil haut dans notre région. Et ça génère des contraintes, c'est vrai, en matière d'urbanisme qui prennent la forme de périmètres de sécurité. Il se trouve que les périmètres de sécurité s'arrêtent en l'occurrence sur une zone, et c'est la raison pour laquelle elle a pu être aménagée, qui est la zone du Bois-Cagny, de sorte que, en effet, les projets qui émergent actuellement sur cette zone du Bois-Cagny sont conformes à la réglementation d'urbanisme, à la réglementation Seveso. Il y a des contraintes pour ces projets-là, et il y a des contraintes encore plus fortes, en effet, dans les projets qui seraient notamment sur le secteur du bourg. Il est vrai que ce secteur est le plus impacté par les restrictions Seveso. Si c'est le cas du projet dont on parle, encore une fois, venez en mairie voir le service urbanisme qui livre des conseils, qui accompagne les démarches, mais on ne peut pas faire autrement que d'appliquer les réglementations, et elles sont, c'est vrai, particulièrement restrictives, notamment sur ce quartier du bourg, où on peut grosso modo essayer de maintenir l'activité commerciale existante, où on peut, en l'occurrence, difficilement développer de nouvelles activités. Donc c'est ça qu'il faudrait regarder plus précisément sur le cas qui est évoqué. Pourquoi rien n'est fait pour les pétards? Les pétards, tirs de mortier dans le quartier Kennedy. Alors, c'est un vrai sujet, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça fait partie des problèmes que l'on a, en effet, de comportement, voire de délinquance, pour le coup, sur ce secteur. Pas plus tard que cette semaine, c'était mardi, la police municipale a arrêté justement un des auteurs de tirs de mortier. Donc il faut là encore avoir aussi cette conscience d'une implication de nos équipes. Mais la réalité, c'est toujours la même, c'est qu'on ne sait pas à quel moment tel ou tel individu va se comporter de cette façon. Il faut avoir une réactivité, appeler la police municipale, appeler le 17 aussi. J'insiste sur ce point, je le rappelle, le 17 aujourd'hui est connecté à nos vidéoprotections. Quand vous avez l'opérateur du 17 au téléphone, il peut se brancher sur les caméras de la ville et il peut déclencher une intervention de la police nationale. Et il y a un nouvel outil dont je parlais cet après-midi avec les commissaires et qui va être très intéressant, c'est que la loi qui est sorti récemment autorise désormais le préfet à interdire de présence dans le secteur quelqu'un qui se comporte de cette façon. Et donc je vous garantis que les personnes qui désormais, comme c'était le cas encore mardi, vont être interpellées sur ce type de comportement seront exposées à des décisions d'interdiction de présence qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent conduire à des peines de prison. Donc à un moment donné, on est quand même dans un durcissement de la réglementation et effectivement, il n'est pas acceptable que les gens qui habitent là soient dérangés trop souvent par ce genre de comportement. Donc il y a une présence, il y a une réactivité, mais il y a aussi maintenant un nouveau dispositif pour interdire de présence, et on va activer ça parce que ça fait partie, bien sûr, des outils nouveaux sur lesquels il faut qu'on s'appuie.
Alors, je regarde les questions qui suivent. Même problème, les personnes qui se garent devant les immeubles alors que les entrées dans le quartier doivent pouvoir être à double sens, etc. Bah oui, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en vérité, on peut faire beaucoup d'efforts sur l'aménagement du cadre de vie, sur la présence, je le disais, la réactivité de nos équipes de police. Il y a quand même un vrai sujet de comportement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même aussi travailler sur ces enjeux-là. Nous, on le fait s'agissant des plus jeunes à travers les actions aussi de parentalité pour accompagner les parents dans voilà, le suivi de leurs enfants, de leurs ados et toute l'éducation qui doit se faire dès le plus jeune âge. Mais là, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi, bien sûr, des adultes qui se comportent particulièrement mal. Alors oui, on va réprimer quand on pourra le faire. Encore une fois, n'hésitez pas à téléphoner en temps réel pour que les informations soient disponibles. On va passer tous les messages de prévention qui vont bien, mais on ne peut pas être non plus toujours derrière chaque personne par rapport à des comportements qu'on ne voit pas toujours venir. Donc il faut qu'ensemble on exerce cette vigilance, et vraiment je lance un appel aussi au fait que chacun peut à un moment ou à un autre adopter le mauvais comportement, parce que vous savez, ça va très vite. On peut avoir un parent d'élève qui se gare en double file sous prétexte que c'est rapide, et puis ça va générer des difficultés. On peut avoir un voisin qui un jour va se garer effectivement devant l'immeuble sous prétexte qu'il n'en a pas pour longtemps. On peut avoir quelqu'un qui se stationne sur une place de personnes à mobilité réduite, là encore pour descendre des courses. Bref, ça va très vite en vérité tout ça, et c'est une vigilance de tous les instants. Alors, oui, un bon pactole de verbalisation. Non, à ce sujet, il faut être très clair. Quand la ville verbalise, c'est pas pour sa poche. Quand la ville verbalise, l'argent, il va à l'État. Mais quand on verbalise, c'est pour faire passer les messages de façon peut-être un peu plus musclée. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on va peut-être pas pouvoir aborder tous les sujets. Sachez que les sujets qu'on ne pourra pas aborder ce soir feront l'objet de réponses individuelles ou dans le magazine municipal ultérieurement. On me parle du stade Géandré pour la traversée des enfants qui vont à l'école. Il y a des passages piétons dans ce secteur. On a mis aussi des petites silhouettes, des grosses silhouettes même, qui marquent le passage. Mais on note votre observation. Et effectivement, s'il manque à un endroit un passage piéton alors qu'il est possible d'en installer un, on vérifiera. Il y a aussi des enjeux là-dessus, bien sûr, de réglementation qu'on traite avec la métropole. La taxe foncière, alors ça c'est important parce qu'on dit la taxe foncière qui ne devait pas augmenter, malheureusement la réalité est tout autre. Il faut bien distinguer deux sujets. La taxe foncière, elle dépend d'une base de calcul qui est fixée par l'État et sur laquelle on applique un taux municipal qui lui est voté par le conseil municipal. Les choses sont très claires. Il se trouve que l'État depuis plusieurs années, fait augmenter les bases de calcul. C'est une décision de l'État. Nous, en revanche, nous n'avons pas augmenté le taux de la taxe foncière depuis plus de 12 ans. Et donc, nous sommes dans une situation où les élus municipaux maintiennent le taux de la taxe foncière, mais c'est vrai, le montant peut augmenter parce que les bases augmentent, et c'est même une loi qui a décidé de cela. C'est une loi qui applique aux bases de taxe foncière le pourcentage de l'inflation. Donc oui, vous avez peut-être payé 40, 50 € de plus cette année par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas une décision de la ville, c'est l'application de la loi sur le calcul des bases. Le taux municipal, lui, n'a pas évolué. La question des espaces verts. Alors, on me dit que ça laisse à désirer dans le bourg. Il y a peut-être eu un oubli, vous dites le parking n'a pas nettoyé dans l'action coup de poing cette semaine. Signalez précisément cet endroit, signalez précisément cet oubli, et bien évidemment, on sera toujours attentif parce que, je le répète, nos équipes sont mobilisées. On a renforcé les effectifs, on a renforcé les outils aussi à leur disposition, et c'est vrai qu'il y a une présence, une vigilance dans tous les quartiers. Les pistes cyclables non exploitées par les vélos, soyons clairs, ça vient progressivement, et c'est parce qu'il y a des pistes cyclables qu'il y a de plus en plus de vélos dans notre agglomération. Même dans la ville, on en voit aussi de plus en plus. C'est particulièrement vrai le week-end où les familles apprécient d'utiliser ces espaces sécurisés. Je veux rappeler aussi que beaucoup de voies cyclables à Grand-Quevilly, notamment sur l'avenue Léon Blum, sont des voies de bus avant tout, qui permettent aux bus d'être plus fluides et plus rapides. Donc on va garder les pistes cyclables, on va même continuer de développer des pistes cyclables. Ça ne pénalise pas les voitures à Grand-Quevilly, on peut toujours largement circuler à Grand-Quevilly de façon confortable, mais ça invite et ça sécurise les cyclistes. Alors, la sécurité dans les parkings afin d'éviter les vols et dégradations. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les tournées de police, c'est le déploiement de la vidéoprotection. On va continuer d'installer des caméras, y compris progressivement sur un certain nombre de parkings. Prévoir des logements pour les étudiants, oui, il y en a déjà quelques-uns, notamment chez Quevilly Habitat, mais il est possible en effet
que d'autres voient le jour. Je pense en particulier le long de l'avenue des Canadiens, sur le haut de la ville, le quartier Alorge, qui n'existe pas encore, que l'on veut faire émerger dans les années prochaines, et qui est à proximité du Madrier, par exemple, toute une zone où il y a des étudiants, et donc sans doute en effet des perspectives de ce point de vue-là. Je vois des commentaires sur Grand-Quevilly, qui est une belle ville, très contente d'y être revenu. Je vous remercie parce que ça illustre le propos de tout à l'heure et je crois que c'est l'état d'esprit de la plupart des habitants de Grand-Quevilly. Je vois qu'il y a aussi des dialogues qui s'installent avec mes adjoints et je les en remercie parce qu'effectivement l'idée c'est de créer de la connexion aussi sous cette forme-là. On a une très belle ville, dit Dorothée, 50 ans que j'y vis, jamais je n'en partirai. Et bien voilà, elle confirme également ce que j'indiquais tout à l'heure. L'école Césaire-le-Vilain pour un ascenseur. Alors oui, ça c'est un vrai sujet, la rénovation de l'école Le Vilain. On a vraiment à cœur de faire ce travail, à la fois pour l'accessibilité, mais aussi pour l'énergie et les conditions des enfants. C'est très compliqué parce que tout simplement, il y a des enfants dans l'école et on n'a pas encore trouvé la solution pour déplacer les enfants en même temps qu'on mène le chantier sur cette école. Mais on est très très attentif et sur la question de l'ascenseur, on va regarder si c'est possible de le faire sans forcément attendre le grand chantier global pour cette école. En attendant, bien sûr, il y a des pratiques pédagogiques qui se développent aussi et il y a des cours qui peuvent se dérouler en rez-de-chaussée. Donc il faut s'organiser de ce point de vue-là. Grand-Quevilly est une superbe ville, je vous remercie de vos commentaires. C'est le service urbanisme qui a bloqué le projet. Alors oui, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut arriver, encore une fois, le service urbanisme, il bloque rien, il applique la réglementation. Donc si à un moment donné, malheureusement, c'est interdit, on doit appliquer l'interdiction. Alors encore beaucoup de compliments sur la ville, je vous en remercie. D'accord, mais pourquoi Habitat ne répond pas aux mails ou aux demandes par téléphone? On transmettra la demande avec le nom de la personne pour qu'elle soit recontactée. On remercie Monsieur le maire et les équipes pour leur soutien dans un dossier compliqué. Et moi, je vous remercie d'avoir cette reconnaissance parce que nous, on fait ça pour que la ville tourne bien. Mais de temps en temps, c'est agréable aussi d'avoir effectivement ce genre de retour. C'est en tout cas encourageant. Et puis, ensuite, je regarde vos commentaires parce qu'on retrouve beaucoup les mêmes signataires et je vous en remercie. Le centre commercial de la Lande, énormément de voitures ces derniers temps, donc ça fait partie des sujets qu'on évoquait tout à l'heure. Le théâtre Charles Dulin en travaux, oui c'est intéressant. Hier soir on a fait le lancement de la saison de Charles Dulin, qui n'a pas lieu à Charles Dulin, mais qui a lieu essentiellement à l'espace d'Ormois dans le bourg justement, et j'ai annoncé que les travaux se poursuivent. C'est un chantier considérable, un théâtre magnifique, la 3e salle assise de l'agglomération, et on est parti pour les travaux jusqu'à l'automne 2027, dans la mesure où on doit d'abord finir le désamiantage, on doit ensuite reconfigurer le théâtre, pas seulement la salle existante, mais on va créer des salles supplémentaires, et donc effectivement c'est un chantier phénoménal. On a beaucoup travaillé aussi, bien sûr c'est important, pour avoir des subventions sur ce projet, parce que en l'occurrence ça coûte de l'argent, on n'est pas loin de 10 millions d'euros au total, mais 60% nous viennent de nos partenaires, l'État, la région, le département, la métropole. C'est vraiment quelque chose qui est très bien piloté sur le plan financier, sur le plan technique. Simplement, c'est une grande ambition et donc on va la porter en effet jusqu'à son terme. Et derrière, on aura un outil magnifique. Sans attendre ça, je vous invite à profiter des spectacles qui sont donnés toute l'année. Il y a de très belles affiches sur la saison qui commence. À quand l'ancienne formule des Bacayades au mois de juin avec une tête d'affiche de concert? Alors, soyons très clairs, on a renoncé effectivement à cette formule dans la mesure où elle devenait ingérable du point de vue financier et du point de vue de la sécurité et du point de vue aussi de tout ce que ça consommait de temps, d'énergie et d'argent pour une seule soirée soumise aux aléas de la météo, de la sécurité, que sais-je encore. Et donc l'idée c'est qu'on a une formule aujourd'hui qui est beaucoup plus familiale, qui se déroule sur plusieurs jours. S'il y a un problème de météo, s'il y a un problème quel qu'il soit, eh bien on a 3 jours pour en profiter. Et puis ça permet à tous les âges de se retrouver, d'être vraiment dans des festivités de la ville avec les quevillers prioritairement, pas seulement bien sûr, et puis d'avoir un peu d'argent aussi pour l'été quevillé parce qu'on a créé ce dispositif d'animation tout au long de l'été. Tout le monde ne part pas en vacances, tout le monde ne part pas en tout cas pendant 2 mois, et c'est important de ne pas tout mettre l'argent sur une seule soirée, mais de le mettre effectivement sur tout l'été. Et je crois que la formule commence effectivement à plaire. Ça nous permet d'avoir un beau feu d'artifice aux Bacayades, mais d'avoir aussi le spectacle de fin d'été sous la forme du cinéma de plein air. On va continuer avec cette formule et on va voir si on peut l'enrichir, bien évidemment, pour avoir des temps forts comme on est attaché à se retrouver dans ces temps forts. Voilà, je suis désolé, on
est obligé d'arrêter parce que le temps est écoulé. Merci d'avoir été avec nous et contributif. Vraiment, tous les sujets qui n'ont pas pu être abordés ce soir, vous aurez une réponse individuelle ou collective, et on continue voilà, à travers tous les événements que j'évoquais à se retrouver, pas seulement dans mon bureau pour un rendez-vous, mais sur le terrain tout simplement et spontanément. Bonne soirée à vous, bonne vie à Grand-Quevilly, à très bientôt, merci.